Ah mais ton truc c'est de la merde, ou ah non mais on l'utilisera pas quoi. Non mais c'est nul. Grâce à Galéon, il va y avoir des avancées colossales en santé dans toutes les spécialités. Garde confiance en toi, continue et tu verras, même quand ça ira mal, ça se passera bien. Alors du coup, Loïc Bretons, je suis ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui autour de ton parcours entrepreneurial. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter? Enchanté Déborah. Donc moi c'est Loïc, je suis médecin anesthésiste réanimateur de formation et j'ai commencé l'entrepreneuriat, je devais avoir 20 ans à peu près, pendant mes études de médecine, et j'avais commencé d'abord avec une entreprise de taxi en Afrique, donc le truc qui a absolument rien à voir, suite à une mission humanitaire. Et puis au fur et à mesure, ça m'a donné le goût de l'entrepreneuriat, de construire des choses, de construire avec des gens, des équipes, des projets, et avoir un impact. Et du coup maintenant, je suis le CEO de Galéon, qui est l'entreprise qui équipe une vingtaine d'hôpitaux en France et qui prépare le dossier national de santé pour plusieurs pays. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à justement avoir cette petite expérience au début quand tu avais 20 ans dans l'entrepreneuriat? C'est vraiment un peu du hasard, on va dire. C'est que j'avais eu des problèmes de santé pendant ma troisième année de médecine sur des problèmes de genoux et du coup j'avais dû redoubler mon année pour un stage manqué. Donc j'avais quasiment 7 mois à rien faire. Okay. Et donc du coup j'ai appelé les associations humanitaires pour la première qui a répondu, je les ai rejoints. Et à la base pour aider un médecin sur place. Et donc j'ai fait toute une mission humanitaire au Sénégal. Et là-bas j'ai découvert que les taxis, n'appartenaient pas à leur chauffeur. Et donc, la personne qui s'occupait de moi, qui était un peu mon garde du corps, son frère était chauffeur de taxi. Et pour leur mettre un pied à l'étrier, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et donc, je suis rentré en France après ma mission humanitaire. J'ai fait un prêt étudiant et je suis retourné pour acheter un taxi. Puis après, au bout de 6 mois, j'ai racheté un autre taxi. Du coup, on faisait fonctionner les taxis là-bas. Puis au bout de 1 an, les 2 taxis ont rapporté suffisamment pour qu'on achète un autre taxi. Et donc à chaque fois avec des chauffeurs. Et donc je gérais ça à distance par la France et j'allais de temps en temps pendant mes études de médecine. Et puis à l'époque, je me dis, je vais créer un empire. On aura des milliers de taxis et il y en aura partout en Afrique. Et puis après, on a eu un 4e taxi. Et donc ça a permis aussi d'améliorer la qualité de vie de mon cofondateur de l'époque, qui était le chauffeur de taxi, qui devenait dirigeant sur place. Et donc par contre on est arrivé très vite à une taille critique où c'est en Afrique, c'est des taxis, donc c'est des voitures de seconde main qui ont plus de 20 ans, avec des chauffeurs qui ont aussi des accidents, des backchies, des trucs comme ça, donc plein de problèmes. Donc finalement des problèmes de scalabilité, c'est que très rapidement il y avait de la casse, il fallait réparer les voitures et tout ça. Donc ça m'occupait tout le long de mon externat de médecine. Et quand je suis passé à l'internat, du coup je me suis rendu compte que on a atteint une taille critique où l'argent qu'on générait servait à résoudre les problèmes et on n'arrivait pas à grossir tant que ça. Et ça faisait beaucoup de choses à gérer. Et donc du coup, j'ai donné la boîte à mon gérant là-bas. J'ai dit voilà, maintenant je t'ai mis un prix à l'étrier, ça avait amélioré sa qualité de vie. Et du coup, j'ai dit maintenant la boîte elle est à toi, tu la gères. Et moi, je m'étais focalisé sur mes études parce qu'il fallait que je continue. Et avec un peu de dette parce que du coup, ce que j'avais emprunté pour le taxi, mais bon, je me disais que j'allais la rembourser plus tard. Et donc, mais ça m'avait donné le goût à l'entrepreneuriat et je me disais que je voulais faire un truc qui avait un impact plus grand. Et c'est là où je me suis mis à apprendre à coder. Parce que je me suis dit, le software, ça avait un impact beaucoup plus grand. C'est-à-dire que les taxis, il faut acheter des taxis, il faut entretenir les taxis, tout ça. Il y a alors que du software avec un peu de matière grise et une bonne idée, on peut créer des choses qui peuvent impacter. Et donc, c'est là où je me suis dit qu'on pouvait aller sur des choses qui pourraient impacter beaucoup de monde. Donc voilà un peu le démarrage, quoi. Et après, pendant mon internat, donc quand j'ai donné la boîte de taxi, avec des amis, on s'est dit il y avait un enjeu sur la protection de la vie privée, les réseaux sociaux, et j'étais attiré par la gestion de beaucoup de données. Et donc on a construit un réseau social, qui à la base était censé protéger la vie privée des gens. Donc c'est là aussi j'ai pris mes premières claques en tant qu'entrepreneur, qui a une super idée géniale sur le papier, qui demande à tous les gens, toute sa famille, ses amis, est-ce que l'idée c'est génial, est-ce que vous allez l'adorer, est-ce que vous allez l'utiliser? Tout le monde a dit oui, on avait à peu près 95% de gens qui disaient que ça c'était génial et qu'ils allaient l'utiliser. Puis on a mis 1 an et demi à le construire, et une fois qu'on l'a mis dans les mains des gens, ils l'utilisaient pas. Parce qu'en fait, on avait pris le problème un peu du mauvais côté. Et donc, j'ai développé ça, puis on a pivoté, on a allé sur un réseau social pour des événements courts. Et à cette époque-là, j'avais fini mon internat et je suis allé m'installer en Suède. Et donc, j'avais monté la boîte en Norvège.
Et donc, je continuais en tant que médecin et pour payer les factures. Et j'avais ce côté entrepreneur tech, mais ça m'avait permis de mettre la main dans la data, gérer des infrastructures qui peuvent générer beaucoup de data et de commencer un peu l'IA à l'époque où c'était pas trop à la mode, notamment dans le monde de la santé. Et en côtoyant les gens qui ont fait le dossier national de santé de la Suède et de la Norvège. Et donc à ce moment-là, je me suis dit ben tiens, le réseau social marchotait, mais il fallait pivoter. J'avais des problèmes avec mon cofondateur avec qui on s'entendait vraiment pas. Et du coup, je me suis dit soit j'essaye de continuer ça, soit j'arrête ça pour libérer du temps et aller vers vraiment l'avenir. C'est structurer la donnée de santé, refaire les outils et faire de l'IA. Et donc c'est là où a été la genèse de Galéon. Et en fait, une partie de l'équipe de mon projet précédent m'a suivi sur Galéon, ce qui est aussi très encourageant, c'est que on avait un échec et en gros tous me disaient dès que tu redémarres le prochain truc, on te suit, on est partant. Donc ça a créé l'histoire de Galéon, quoi. Ok, top. Et justement, qu'est-ce qui à la base t'a donné envie d'être médecin? Ouais, j'adore la santé, j'adore j'adore faire médecine entre guillemets. Et parce que en Afrique, quand j'avais fait ma mission humanitaire, j'ai fini par gérer moi-même le dispensaire. Enfin, je pensais rejoindre un médecin, mais en fait, il n'y avait pas de médecin, c'était un directeur d'agence. Et donc, du coup, le directeur m'a dit, tiens, maintenant, tu as plus de connaissances que moi, donc tu vas faire les consultes. Et je me suis retrouvé à soigner plus de 6000 personnes en l'espace de 6 mois. Donc, avec des accouchements, avec des trucs que tu fais pas d'habitude dans tes études de médecine à ce niveau-là. Et je me suis rendu compte que, en tant que médecin, j'avais un impact qui était limité à ma personne. Et donc je me suis dit, ok, si j'arrive à mettre cette intelligence dans du logiciel, j'aurai un impact qui va impacter les médecins, qui impactera la population. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire avec Galéon actuellement. C'est-à-dire que je fais de la médecine, mais à un autre niveau. C'est-à-dire que je fais l'outil de tous les médecins et je suis en train de faire l'intelligence artificielle que tous les médecins utilisent au quotidien et permettent de mieux soigner les gens. D'accord. Et du coup, ça te manque pas le terrain? En partie, je dirais plus le terrain sur le terrain hôpital, j'en ai fait beaucoup parce que même pendant Galéon, pendant les 6-7 premières années, j'ai continué à travailler en parallèle. Je faisais des remplacements en tant que médecin et la boîte se développait. Et ce qui manque un peu, c'est l'opérationnel humanitaire. C'est-à-dire que ce que je ferai quand Galéon sera un peu plus stabilisé, et on n'est pas très loin, je reprendrai des missions où là on sent vraiment un impact très fort, en fait, que ça aide beaucoup les gens. Mais après, je fais de la médecine au quotidien à un niveau énorme. C'est-à-dire que du coup, la médecine ne me manque pas en soi, quoi. D'accord. Ok. Donc, effectivement, tu m'as dit que tu étais tombé un peu par hasard dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que tu avais autour de toi des modèles? Absolument pas. Enfin, ma famille, je suis parce que parfois certains entrepreneurs viennent parce que leurs parents ou leur famille les aide aussi. Moi, c'est un peu particulier. En gros, ma famille avait pas forcément les moyens. Donc pendant mes études de médecine, j'ai travaillé en parallèle. Enfin, travaillé à la banque. J'étais guichetier à la banque. Donc d'ailleurs, pour la petite histoire, des fois, j'avais des gens que j'avais vus à l'hôpital. Le lendemain, je les voyais à la banque. Ils me disaient mais c'est pas mon médecin d'habitude. Et donc c'est pour ça que j'ai fait des prêts pour lancer mes premières boîtes après étudiant. Et en fait, j'ai tout développé tout seul parce que mon père travaillait aux HLM, était dans les bureaux dans les HLM. Ma mère était assistante de conseiller dans la banque, donc pas forcément des métiers où ils n'avaient pas des moyens exceptionnels. Et par contre, j'avais de la matière grise et de la volonté, et donc du coup, l'huile de coude. Donc c'est pour ça que j'ai un parcours entrepreneurial qui a été vraiment, j'ai construit toutes mes briques, mes bases. Et pareil, Galéon, on n'a pas eu on n'avait pas d'apport initial, c'est-à-dire que du coup, il a fallu que je travaille à côté pour financer la boîte, faire des prêts auprès des banques. Alors en tant que médecin, j'arrivais à travailler un peu plus les week-ends et les vacances. Donc pendant les 7 premières années, j'ai quasiment pas pris de vacances et j'ai quasiment travaillé à peu près 3 week-ends sur 4 par mois. Et mais ça permettait de financer, payer les premiers employés pour lancer la boîte, quoi. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement de faire tes études en parallèle, faire tout ce que tu as fait? T'en as retiré quoi? Déjà, en fait, j'adore apprendre. Enfin, c'est très stimulant. Et donc, je trouve que se cantonner à un seul, c'est intéressant de combiner plusieurs compétences, en fait. Et donc, je faisais mes études de médecine. La médecine, c'est très prenant. Mais en même temps, quand j'ai développé des compétences en informatique, en data science, ça permettait d'avoir un profil un peu différent. Et donc,
ça, et puis j'avais une petite appétence geek entre guillemets. Et je me suis dit si les autres peuvent apprendre, pourquoi pas moi. Et donc je partais de ce principe où en fait j'ai pas forcément de limite en me disant c'est impossible. À partir du moment où quelqu'un sait le faire, du coup je devrais pouvoir le faire, quoi. Ok. Et du coup, t'en as un peu parlé là de l'huile de coude, de la matière grise. Et quelles sont tes ressources internes ou externes qui t'ont aidé dans ce parcours-là? Hum, c'est en fait je pense c'est au départ il faut beaucoup de volonté. Il faut avoir, enfin, j'ai une capacité à, en fait, j'avance quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que même si tout est en train de partir en cacahuète, je dirais, je continue d'avancer. Donc ça, c'est d'avoir cette force-là, c'est hyper important pour un entrepreneur. Je pense que c'est la plus grande force. Les ressources internes, au fur et à mesure, quand tu avances, des gens vont se dire, bah tiens, pourquoi pas le rejoindre, ça a l'air intéressant. Donc ça a été un peu mes cofondateurs tout au long de mon parcours. En gros, je commençais à tracer la voie. Il y a des gens qui étaient suffisamment fous pour se dire, bah ce gars-là, peut-être qu'il a un truc bien et on va le suivre. Donc ça, c'est énorme. C'est toujours une aventure humaine. Et après, ben, je recherchais un peu partout parce que pareil, toujours l'enjeu de rechercher du financement. Pendant très longtemps, par exemple, sur Galéon, les 5-6 premières années, on avait en moyenne la trésorerie quand on avait la trésorerie pour les 2 prochains mois, c'était énorme. En général, on était plutôt à 1 mois ou 0 mois. Donc, il y a un peu cette recherche en permanence de dire, OK, comment faire pour financer un peu et d'être un peu smart et malin. Après, de l'aide, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un projet qui a du sens et qui est porteur, ambitieux, parfois on reçoit beaucoup. Il y a des gens qui vont se moquer de vous au début, beaucoup. Ils vont se dire bah c'est de la merde. Mais il y a des gens, parfois même de très haut niveau, qui vont se dire s'il y a une infime chance que cette personne réussisse, je vais l'aider. Et on a eu ça aussi avec Galéon au tout début, quand je suis allé voir des confrères médecins et notamment des professeurs d'université dans des grands hôpitaux parisiens. Et je leur ai dit bah voilà, on a l'idée de faire un dossier national de santé. J'étais tout seul, aller les voir avec une toute petite boîte. Et donc, quand j'allais voir des directeurs d'hôpitaux, ils se moquaient de moi. Quand j'allais voir ces gars-là, ils se disaient, bah, peut-être qu'ils ont peut-être une chance d'y arriver. Donc, ils nous ont tous aidés, soit en donnant des contacts, soit même de leur temps, sans demander aucune contrepartie. Ça, j'avoue que c'est énorme, quoi. Okay. Et je pense aussi, il y a un enjeu quand on est entrepreneur et qu'on a beaucoup de difficultés. En fait, on se prend des cailloux, tout le monde nous jette des cailloux en permanence. Et quand il y a une personne qui nous aide, c'est énorme. En fait, et je pense que c'est aussi pour ça que je rends l'appareil maintenant, c'est que dans le milieu de toute cette difficulté, la main tendue, même un petit truc, c'est vraiment ça donne un boost d'énergie parce qu'on se dit ah, je suis pas tout seul, il y a quelqu'un qui m'aide un peu, quoi. Le soutien extérieur. Ok. Bah justement, quelle a été, on va dire, ta plus grosse claque dans ton parcours entrepreneurial? J'en ai eu pas mal. Alors la plus grosse claque, en fait, alors en tant que CEO, t'es amené à gérer plein de problèmes. Enfin, c'est un peu mais c'est pas ton job. Enfin, c'est 90% de ton job, mais en fait, ton job, c'est de pousser la boîte et innover. Donc ça qui est un peu, faut arriver à dire, ok, je gère les problèmes, en même temps, j'innove. La plus grosse claque, je réfléchis sur mes boîtes précédentes, je pense que c'est les conflits entre fondateurs. Par exemple, je sais que dans la boîte précédente, quand on a quand on a de l'ennemi à l'extérieur entre guillemets, on se serre les coudes, on se dit ok, ouais, il y a un concurrent, il y a un truc on nous fait une crasse machin. Quand ça vient de l'intérieur, c'est toujours plus difficile et c'est plus compliqué à gérer. Ça se gère, il faut le gérer parce que sinon ça peut vraiment être létal pour la boîte. Et donc par exemple sur ma boîte précédente, au tout début avec mon cofondateur, on s'était rencontrés à un hackathon, enfin un peu un genre de start-up week-end en fait. Et donc au début tout est beau, on se dit ah c'est génial, l'idée est géniale, on y va, on est tous motivés. Et puis c'est quand les difficultés arrivent que on voit la personnalité de chacun. Quand tout va bien, en général ça se passe très bien. Un peu comme un couple, hein, par exemple. Tout à fait. Et donc c'est là où finalement quand on commence à être pieds et poings liés dans un business et que la personne mais veut pas mettre de l'argent ou veut pas mettre des efforts et donc on se retrouve à ramer avec l'autre qui rame plus ou qui rame à contresens. Ça c'est difficile et ça c'est souvent d'ailleurs c'est un élément qui fait beaucoup d'entreprises de start-up qui sont en croissance ferment à cause de conflits entre fondateurs, quoi.
Ouais, j'avais vu la data du genre 97% des startups fermées à cause de ça. Ouais, souvent en plus quand on est petit, on ferme pas à cause du manque d'argent, enfin parce qu'on Mm. des fois on n'a plus d'argent, bon on attend, on se paye pas pendant 2-3 mois, Oui. machin. En fait, c'est un peu différent quand on est plus gros, mais quand on est petit, c'est souvent le conflit entre fondateurs et parfois quand les moments sont difficiles, ça peut générer des conflits ou parfois au contraire, c'est quand il y a de l'argent qui arrive dans la boîte, ça peut aussi générer parce que les vues des fondateurs sont différents. Et donc c'est ça qui est difficile de parce qu'on s'engage avec quelqu'un, tu vois, là par exemple Galéon, ça fait 9 ans. Mm. Donc bah du coup il y a 9 ans, on n'avait pas forcément idée que ça allait durer autant de temps et donc ou que ça allait mettre autant de temps d'arriver là où on est. Mm. Et donc il y a toute cette phase là. Donc c'est vrai que après en termes de claques, une des claques aussi, bah pareil sur ma boîte précédente, parce que c'est bien, c'est un vrai échec en fait Mm. où j'y avais investi du temps et de l'argent. Hein. J'avais investi plusieurs années et plusieurs dizaines de milliers d'euros qui à la fin ont été en dette qu'il a fallu rembourser. Hein. Mm. C'est le de se rendre compte que son bébé et qu'on aime tant le produit qui est génial, quand on le met dans la main des gens, ils l'utilisent pas. Ça, je pense que c'est la pire des claques pour un entrepreneur et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce qu'on appelle le product market fit. Et il vaut mieux l'apprendre très tôt et pivoter parce que des fois on y a passé tellement d'énergie et là en fait un jour il faut la mettre dans les mains du public et c'est à ce moment-là où en fait lui dire ah mais ton truc c'est de la merde ou ah non mais on l'utilisera pas quoi. Non mais c'est nul mais et en fait et c'est là où on se rend compte que tout ça on aurait Mm. bien aimé avoir ces infos un peu avant quoi. Mm. Ça me permet de mieux comprendre Hmm. ton attrait pour le product market fit. Oui parce que je pense que c'est indispensable. En fait, tu peux à peu près tout rater dans une boîte, même les cofondateurs, même le financement. Mais ça, ça, c'est la seule chose que tu peux pas la rater. En gros, et tant que tu l'as pas réussi, ta boîte, elle marchera pas. Ok, mais je comprends mieux parce qu'effectivement, pour la petite anecdote, on s'était rencontrés au Startup Weekend à Annecy l'année dernière. J'avais intégré le groupe d'une porteuse de projet et effectivement, notre première entrevue, ça a été tu es venu avec ce sujet-là en nous posant la question, mais est-ce que vous êtes sûr que et moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'il dit? Mais bien sûr qu'on en est sûr. Et quand on est sur le projet, on a l'impression que c'est génial, que tout le monde va adorer. Toi, t'arrives, tu nous dis ça, t'es là. Donc, mais je comprends mieux maintenant. Et puis c'est alors le profil entrepreneur est toujours quelqu'un de très positif et Mm, c'est important d'avoir mm, ça. Et du coup, il faut savoir le contrecarrer, c'est-à-dire avec ouais, la réalité du terrain. mm, Parce qu'on dit est-ce que tu penses ah oui mais ça sera génial tout le monde l'a acheté. Mais est-ce que des gens qui sont pas tes amis que tu connais ouais, pas vont te signer un chèque en avance pour te mm, dire ou signer à une précommande? mm, Là oui ils voudront l'acheter. mm. Sinon si c'est ta maman, bah ta maman elle est trop sympa et elle va dire ah c'est trop bien. Mais C'est génial. Ok. Et pour venir sur la partie associée, donc avec ton expérience précédente, où ça a été un petit peu compliqué, euh, sur ce projet Galéon, tu t'es pas dit, bon, je vais me lancer tout seul, au moins j'aurai pas ce souci-là? C'est toujours en fait parce que sur Galéon on était 5 associés. Maintenant on en est 4. En fait, il y en a un qui est un peu en train de sortir. Donc D'accord. au tout début, oui au début je me dis ok je lance les trucs et puis après il faut quand même avoir tu peux pas faire tout seul. Donc et le tout c'est de bien s'entourer et donc du coup je m'étais entouré de gens avec qui j'avais travaillé avant et donc qui sont des associés plutôt minoritaires on va dire. Mm. Et puis il y a aussi un enjeu de prise de décision par contre, c'est-à-dire que parfois je vois certains entrepreneurs qui disent bah on est deux à 50-50. Je dis c'est le pire parce qu'en fait il n'y a pas de personne qui va finir de prendre une décision. Mm. Parfois il faut prendre une décision même si c'est une mauvaise décision mais il faut bouger plutôt que rester en complète inaction. Donc disons que j'ai appris certaines choses et j'ai appris aussi à faire confiance progressivement. Donc, il y a aussi un moyen, mes cofondateurs, je les ai fait rentrer progressivement et je leur ai donné de plus en plus de parts de la boîte au fil des mois et des années. Donc, mais je pense pas que c'est toujours bien d'être pas tout seul non plus. En fait, d'avoir une équipe parce que dans les coups durs, on se serre les coudes et que ce soit les fondateurs ou même les premiers employés sont vraiment le noyau dur de la société et donc c'est important qu'ils aient une part dedans, que ce soit après des actions. Maintenant par exemple les employés de Galéon on leur donne des jetons aussi puisqu'on a de Mm. la crypto Mm. parce que si le bateau marche c'est bien que tout le monde y gagne quoi. Et donc je trouvais un truc intéressant, c'était par exemple chez Google donner des actions à tous les employés et les 100 premiers employés ont fini millionnaires et donc même la secrétaire a fini Mm. millionnaire quoi. Mm. Et je trouvais ça assez intéressant dans ce concept là, donc je le réplique aussi maintenant dans mes boîtes quoi.
D'accord. Et justement, ça c'est une petite question que je m'étais posée. Au niveau de l'univers de la startup, donc on parle beaucoup de levée de fonds, mais je ne savais pas qu'il était possible de faire des levées de fonds en crypto. Donc tu peux m'expliquer juste cette petite partie Ouais, on est un ovni chez les startups françaises. En fait, Ouais. c'est que normalement, quand tu lèves des fonds, tu vas générer des nouvelles actions et les vendre à des venture capitalistes, enfin business angel, venture Mm, capitalistes, mm. des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, qui eux ont vocation à regagner de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vendre tes parts. Mm. Et en général, ils ont une durée qui est à peu près 4-5 ans. Donc, le problème de ça, c'est qu'en gros, à partir du moment où tu signes avec eux, tu as une deadline, dans 5 ans, tu vas vendre. Et donc, soit tu es en bourse, ce qui est assez rare, soit ils te vendent en gros. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu as signé l'arrêt de mort de ta boîte, en fait, à partir du moment où tu as pris la première levée de fonds, ce que très peu d'entrepreneurs savent ou comprennent, et souvent tu as tous les incubateurs, la BPI, Mm. tous ces gens-là qui te disent c'est génial, faut que tu lèves des fonds, bravo, il a levé des fonds. Mm. En général, tu as signé l'arrêt de mort de ta boîte. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de belles boîtes françaises ou des fondateurs qui avaient vraiment une vision. À partir du moment où elle se vend, après ça part le gros, on fait pas forcément la même chose. Et donc nous, notre enjeu, c'est que on voulait garder cette autonomie, sachant qu'on gère les données de santé de millions de personnes. Donc c'est quelque chose qui est très précieux et on construit une cathédrale, c'est-à-dire construire le système de santé de demain. Là, ça fait 9 ans, on n'a même pas fait la moitié en fait. Donc du coup, on sait qu'on en a pour 20-25 ans. Et donc c'est absolument pas compatible avec un investisseur qui veut sortir au bout de 5 ans. C'est-à-dire que du coup, on aurait déjà vendu Galéon. Je serais déjà plus à la tête de Galéon. Et donc on a essayé de trouver une approche un peu différente et on a fait une approche communautaire, donc avec la crypto-monnaie. Il y a 40 000 personnes qui ont investi des petites sommes dans notre crypto. Monsieur tout le monde, ça peut être le boulanger du coin, l'infirmier, quelqu'un qui aime la tech. Par contre, avec la crypto-monnaie, ils ont un enjeu, ils peuvent gagner de l'argent parce que si la boîte performe bien, la crypto performe. Mais par contre, ils peuvent pas nous forcer à vendre la boîte. Parce que ça, la différence, c'est que si on a des actions d'une startup, eh ben, on peut gagner de l'argent que en forçant la vente de la startup. Alors que quand on a des cryptos, la crypto fluctue à la hausse ou à la baisse. Et donc, l'investisseur peut retrouver ses gains et sortir quand il veut. Donc, c'est une approche beaucoup plus communautaire, on va dire. Et c'était un pari risqué. Sauf qu'on a réussi à lever 15 millions de dollars. Donc, en fait, on a réussi à galvaniser toute une communauté avec un projet qui avait du sens et qui nous permet, ça fait 3 ans, donc ça a permis de financer l'accélération de la boîte, de recruter plein de gens, développer la société. Donc c'est faisable, c'est possible, on en est la preuve. Et donc ça, je pense que c'est l'avenir, ça se verra de plus en plus dans les prochaines années. Ouais, j'imagine. Pour la petite anecdote d'ailleurs, j'avais parlé un peu de Galéon à mon mari. Du coup, il a pris des tokens. Donc comme on est mariés, j'ai des tokens Galéon. Voilà, très bien. Faut bien les garder parce qu'ils vendront très cher dans plusieurs années. J'espère. Justement, pour la partie un peu plus le côté mental, quel est ton rapport à l'échec? Il faut échouer, malheureusement. Enfin, ça fait partie du process, en fait. Tu peux pas inventer ou innover sans échouer. Tu vois, je crois que c'est Thomas Edison qui disait, avant de trouver l'ampoule, il a échoué plus de 10 000 fois. Et il a dit, j'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas avant de trouver. Et donc, ça fait partie du process. Alors, faut se méfier aussi ceux qui galvanisent l'échec, genre c'est génial, j'ai échoué, c'est merdique. Échouer c'est merdique, en général on se sent pas bien, en gros on est vraiment down, mais ça fait partie des choses. Ceux qui ne prennent pas de risque d'échouer ne créent pas, n'innovent pas. Et donc après il faut échouer vite et faut récupérer rapidement. Et donc c'est un peu ça qui est important dans le concept. Et donc c'est pour ça que aussi j'essaie de l'infuser à mes équipes, c'est-à-dire que il faut qu'on tente, il faut qu'on fasse des choses. Parfois ça marche pas. Ok, ça fait partie du job, ça fait partie d'innovation. Par contre, ce qui est important, c'est la résilience à l'échec. C'est-à-dire que ok, j'ai échoué. Au lieu de peut-être on peut avoir un peu triste et se sentir pas bien, mais après il faut se remonter les manches et on repart quoi. Donc c'est ça le plus important. Ok. Et comment tu gères les moments de doute? Je pense que le purpose, la vision est importante parce qu'en fait, quand on fait quelque chose qui a du sens et qu'on se dit que ça a du sens et que ça a un impact énorme, en fait,
tous les doutes se passent très facilement. En gros, je dis pas qu'il n'y a pas des moments de doute où on se dit pas, il n'y a pas plein de fois où on s'est dit, bah, la boîte on va aller au tapis. C'est sur les 9 ans, on a eu beaucoup de near-death experience, en gros des expériences de quasi-mort de la boîte, entre guillemets. Mais en fait, quand on sait que ce qu'on fait c'est bien et que ça aura un impact et ça a du sens et que c'est important, en fait, on ne doute pas. Alors, ce que je trouve assez intéressant, c'est que souvent les gens me disent, mais quel est ton plan B? En fait, est-ce que tu as un plan B? Ou vas-y, quel est ton plan B si jamais ça marche pas? Et en fait, j'ai pas de plan B. J'ai un plan A et je fais en sorte qu'il marche. Et si le plan A foire, on va essayer de trouver comment le twister. Mais parce que c'est ça aussi qui donne cette force, cette volonté. Et quand il y a des moments très difficiles où on voit pas de solution, ça peut être compliqué parce que c'est souvent le moment où on est un peu paralysé. Et en fait, il faut continuer à avancer et on va trouver des solutions. Et aussi en parler. C'est-à-dire en parler autour de soi, son équipe et tout. C'est important de pas cacher les difficultés parce que du coup, c'est aussi ce que je fais avec mes équipes, c'est que quand ça va mal, avant même que ça va très très mal, tout le monde est au courant de où on en est. Et du coup, des gens peuvent venir avec d'autres idées, d'autres approches et finalement, on trouve des solutions. Ok. Et le bon timing pour parler des choses, parce que j'imagine que t'en parles pas tout de suite quand il y a une petite galère ou quelque chose, c'est... Il faut arriver à le doser suffisamment tôt pour pouvoir se retourner. Par exemple, si, imaginons, tu es à court de cash, tu dis ça un mois avant, bah, tes salariés, ils pourront pas t'aider, tu vois, clairement. Donc, c'est important de trouver pas forcément stresser trop les équipes non plus, mais en même temps, transmettre un petit peu de stress parce que, à la différence d'une entreprise qui est stable, financée, on a nous un temps limité en fait. On a un temps où il faut qu'on réussisse dans ce temps-là parce que sinon on échouera. On est un peu différent t'as des startups par exemple qui lèvent des rounds réguliers, on va dire, et donc eux leur but c'est la prochaine levée. Donc ils s'en foutent d'être à l'équilibre ou pas, faut croître, faut que les chiffres soient jolis et comme ça ils pourront lever un peu plus. Nous c'est un peu différent, on a levé une somme et il fallait que dans le temps imparti on augmente notre taille et en même temps on soit à l'équilibre parce qu'on n'aura pas d'autre chance entre guillemets. Et donc il y a cette notion de deadline qui est importante et qui est importante de transmettre aux équipes. Et il y a aussi un dicton, c'est que les diamants se créent sous la pression. Et donc il faut trouver qu'on trouve une bonne dose de pression pour pouvoir arriver à créer donc je prends l'exemple de notre ICO à 15 millions de dollars, notre levée de fonds. C'était post-Covid, donc pour la petite histoire, on vend un logiciel pour les hôpitaux. Donc pendant le Covid, les hôpitaux ont arrêté tout échange avec tous les fournisseurs pendant 2 ans. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, nos clients nous parlaient même plus, enfin on pouvait même plus les contacter. Donc on a survécu pendant 2 ans comme on a pu en faisant des petits boulots à côté et tout ça. Et puis au bout du Covid, on était complètement rincés parce que ça faisait plusieurs années qu'on était... En fait, c'était au moment où on commençait à décoller que ça s'est arrêté complet. Et là, d'un coup, tous les hôpitaux sont venus en disant on a besoin de votre solution, on en a besoin maintenant. Et donc là, on avait plus d'argent, plus d'énergie, plus rien. Et on avait des dizaines d'hôpitaux qui avaient besoin de notre outil. Et on pouvait pas le déployer comme ça. Et donc là, c'est là où on s'est dit, OK, comment on va faire? On va essayer de voir des moyens de garder l'autonomie, faire des prêts, des choses comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là où on se dit, OK, pourquoi pas ce truc-là? Et on va prendre du risque et on va aller sur cette approche-là. Et finalement, ça a créé l'histoire, entre guillemets. Et donc, on était à un moment de doute énorme parce qu'on n'y arrivait plus, quoi. Et paradoxalement, on a été inventif. Et donc, c'est pour ça que je dis Pressure Create Diamond. C'est qu'on a trouvé un moyen de financement alternatif qui a été beaucoup plus que n'importe quel autre financement et qui a créé toute une communauté et qui a créé l'histoire. On n'aurait pas eu toute cette pression, on aurait été pépère, tranquillou. En fait, on n'aurait pas réfléchi à ça, quoi. Effectivement. C'est dans les moments de galère qu'il y a des solutions qui arrivent un peu inattendues. Et donc j'ai bien compris pourquoi tu as commencé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans la poursuite de ce projet? Moi, clairement, c'est l'impact qu'on va avoir sur la santé. Enfin, c'est-à-dire que c'est aussi notre motto, en fait, c'est Cure All Disease. En fait, c'est actuellement, on est en train de structurer toutes les données de tous les médecins. On va faire grâce à Galéon, on va y avoir des avancées colossales en santé dans toutes les spécialités. Parce qu'en fait, pour l'instant, ces données sont pas bien rangées, donc personne peut faire vraiment de la recherche dessus. Donc là, on va permettre aux hôpitaux et aux médecins de faire. Je pense qu'on sera alors, c'est peut-être très ambitieux de ma part et très, on va dire, très bold, mais en fait,
on va être le catalyseur d'une quantité d'innovation médicale, de nouveaux traitements, et plus ça va aller, plus ça va s'accélérer parce que plus on aura d'hôpitaux, plus il y aura de data, plus on va créer d'innovation autour, plus les gens vont voir que ça marche. Donc c'est ça qui est paradoxal. Les 10 premières années de Galéon, c'était créer la base du système. Et je pense les 15 suivantes, ça va être d'innover en santé et de vraiment transformer la santé. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est un acteur indépendant. Donc on est indépendant des labos, on est indépendant des États, on est indépendant de plein d'acteurs qui parfois ont des intérêts très divers et variés. Ouais. Et donc on va pouvoir avoir un impact vraiment colossal sur la santé. Et donc c'est ça qui m'anime en fait. C'est ça qui tous les jours je me dis, je travaille pour ça quoi. Et donc quand il y a une petite baisse de motivation, tu te raccroches à ça systématiquement. Ouais, et donc en fait il n'y a pas vraiment de baisse de motivation. En gros, ouais. C'est disons que c'est soit tu vas faire des choses parce que tu es motivé, et donc quand tu seras pas motivé, tu les feras pas. Soit tu fais les choses, que tu sois motivé ou pas. Donc moi je suis plus dans cette approche-là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des jours où je suis vraiment pas motivé, mais je fais les choses. Et donc c'est ça aussi la différence entre ceux qui arrivent à exécuter en permanence, parce qu'en fait c'est trop volatile la motivation. Tu peux te fatiguer, avoir des problèmes dans ta vie, tout ça. Et en fait, si tu avances en permanence et si tu te bases pas sur la motivation pour avancer, bah, tu n'auras aucun problème. Je comprends. Et comment tu fais pour gérer la pression liée à justement à toutes ces ambitions et à côté de ça, ton équilibre de vie en tant qu'humain? Ouais, ça c'est important. Alors les ambitions, je pense que la pression est pas vraiment liée aux ambitions. Ouais. La pression est plutôt liée au fait que bah maintenant il y a à peu près presque 50 personnes dans la boîte qui dépendent de Galéon. Donc plus des centaines de milliers de patients. De ces patients, on a des milliers de soignants qui l'utilisent au quotidien. Donc ça a créé une certaine pression, c'est-à-dire qu'il faut que ça marche, parce que il y a des gens qui ont besoin de ça pour vivre. Alors je sais que si jamais on coule, ils trouveront peut-être un autre boulot, mais bon, ça serait bien de conserver notre équipe. Et de notre côté aussi, on a par contre au quotidien des hôpitaux qui fonctionnent avec ça. Donc quand il y a plus Galéon, ils ont plus les datas de leurs patients, donc ça crée aussi une pression. En fait, quand t'es tout petit, ça t'impacte toi. Tu dis bon, bah voilà, j'ai des dettes, je me débrouillerai. Quand tu commences à grandir, c'est un peu le Titanic. Tu peux pas trop le bateau, tu vas pas pouvoir le bouger aussi facilement. Donc il faut vraiment choisir les bonnes directions. Donc ça crée une certaine pression. Sur la vie de famille, enfin la vie personnelle, en fait, il faut savoir aussi doser typiquement tous mes employés. Et puis avec les cofondateurs, le premier livre, dès qu'ils arrivent dans Galéon, ils reçoivent un livre, c'est The 7 Habits of Highly Effective People, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. C'est un livre qui permet ça donne des bases pour pouvoir gérer les priorités entre ta vie perso et ta vie pro, parce que on court un marathon, c'est-à-dire que du coup, tu peux pas te cramer, en fait, il faut arriver à trouver un équilibre. Et donc dans Galéon, on arrive à trouver un équilibre entre on est une start-up, mais à 5h30, 6h, tout le monde est sorti des bureaux. En fait, on est venu s'installer à Annecy, parce qu'on était à Paris, pour avoir un cadre de vie qui soit agréable, que les gens qui viennent ici puissent avoir accès, il y a les montagnes, il y a le lac, trouver une balance entre comme on fait de l'innovation, c'est pas forcément la quantité de travail qui est important, mais aussi la qualité. Et donc de créer cette émulation entre les équipes. Et donc on fait comme on peut, je dirais. Je dis pas que je suis parfait, loin de là. Donc des fois ça peut impacter la vie de famille. Et puis aussi il y a le changement du profil de l'entrepreneur. Donc parfois avec son partenaire, il nous a connus à une époque, à un profil par exemple galérien, on va dire. Et quand on commence à réussir, on a un profil qui évolue. Et donc ça peut aussi impacter les relations avec notre partenaire ou avec nos amis, notre famille. Ça c'est un élément aussi à prendre en compte. Ok. Donc là j'ai l'impression que Galéon dans ta vie prend beaucoup de place, donc on va dire le pilier travail. Et quels sont les autres piliers importants pour toi dans ta vie pour arriver à équilibrer? La famille, c'est important. La famille, alors les amis, pour moi c'est important, mais je les vois pas assez, on va dire. Mais c'est sûr que en fait Galéon prend de la place. En fait, c'est important de trouver un équilibre. Tu peux pas avoir que ta boîte et le reste. Donc, du coup, je passe beaucoup de temps aussi avec mes enfants, notamment.
et du temps de qualité. C'est-à-dire que j'ai pas le téléphone, je suis pas en train de répondre à un mail et tout ça. En fait, ce qui est important, c'est plutôt la qualité. C'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup de gens qui décrochent pas. C'est-à-dire que moi, je suis très focus quand je fais un truc où je suis avec une personne, je vais être avec elle à 100%. Et donc ça permet de combiner ces choses-là. De toute façon, c'est un long parcours, c'est un long chemin, donc il faut arriver à construire un équilibre, sinon ça marchera pas, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu mets en place par rapport à ta santé, que ce soit physique ou mentale? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Ça c'est oui. D'ailleurs c'est marrant parce que surtout sur la santé mentale, pour moi ça va, enfin, entre guillemets. Enfin il y a d'autres personnes qui ont un impact. Je pense que quand je suis un peu plus stressé, j'ai tendance à être attiré par les trucs sucrés ou des choses comme ça, donc j'ai tendance à prendre un peu de sur des phases. Alors il y a des phases où on le voit sur des photos, tiens là en ce moment il prend un peu de poids, donc mais au moins ça affecte pas mon mental, on va dire. C'est plus le c'est réconfortant. voilà. Mais donc après sur la santé physique, c'est toujours important d'arriver à se construire des routines, faire un peu d'activité, de sport. Donc parfois on le fait bien, parfois pas suffisamment. Je suis loin d'être parfait là-dedans. Donc à chaque fois je me dis tiens il faudrait que j'en fasse un petit peu plus. Mais ouais c'est clé en fait, c'est un corps sain dans un esprit sain. En fait je pense que les deux sont très liés, c'est-à-dire que pouvoir faire de l'activité permet de décharger un peu de stress. Et parce que si on est trop stressé, au bout d'un moment, on sera moins efficace, moins performant, et donc ça marchera pas, quoi. Bien sûr. Puis on est quand même dans une région propice Ouais, tout à fait. l'activité sportive. Et donc c'était aussi le choix de venir s'installer sur Annecy après, parce qu'on avait commencé à Paris, c'est d'avoir un cadre de vie, un équilibre aussi autour de ça, quoi. Et pas passer 1 heure dans les transports. Et donc là, en quelques dizaines de minutes, on est au bord du lac, on peut faire des activités. Enfin, c'est sympa quand même. Ok. Et t'arrives à profiter de la montagne? Ouais, aussi, ouais, tout à fait. Donc non, clairement, enfin, les week-ends, je travaille pas. Ou ça peut être parfois des fois le dimanche matin un peu au calme avant que tout le monde soit réveillé. Mais les soirs, en général, je passe du temps en famille. Et peut-être un peu plus tard, je vais revoir 2-3 trucs. Mais c'est comme tout, c'est pas le temps qu'on passe à travailler qui est important. Ça compte, hein, mais c'est aussi avec quelle efficacité on travaille. Par exemple, je suis hyper efficace. En gros, il y a quand ma rapidité de prise de décision est extrêmement rapide. Les meetings, je passe pas des meetings à parler de rien. En fait, mes équipes sont aussi très efficaces et on a ça dans notre ADN. Ok. Et quel est ton challenge du moment? Mon challenge du moment. On a grossi vite. En fait, on est passé de 5 à peu près 50 en l'espace de 2 ans et demi. Mais c'est un challenge que maintenant je suis en train de résoudre. Ça fait plusieurs mois que je suis dessus. C'est que ce qui fonctionne à 5, les modes de communication, les outils, ça, ne fonctionne plus à 15 ou 20. Et ce qui fonctionne à 20 ne fonctionne plus à 50. Et ce qui fonctionne à 50 ne fonctionne plus à 100. Et donc, à chaque palier, il faut stabiliser, repenser toute l'organisation de la boîte, la façon de communiquer, les outils de communication, les outils de travail, les modes d'organisation entre les équipes. Et il faut le faire très vite. Parce qu'en fait, tu te retrouves paralysé à ce niveau-là. Et donc, ton business se retrouve un peu, tu produis moins. Donc, c'est ce qui nous est arrivé il y a quelques mois. En fait, on arrivait à moins sortir des fonctionnalités, des features, des choses comme ça. Et donc, on a cassé, reconstruit notre organisation, plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche. Donc en l'espace de quelques semaines. Alors pour les équipes, c'était assez éprouvant parce qu'on essayait un truc, ça marche pas, on essayait un truc, ça marche pas, on essayait un truc, ça marche pas. Mais le but c'était on fait jusqu'à ce que ça marche. Tu vois. Et donc là, je suis dans la fin de cette phase-là. Donc ça c'est plutôt bien parce que quand on était au début, il y a quelques mois, c'était oh my god, ça marche plus. Et sauf que là, quand tu es à 50 personnes, tu brûles beaucoup de cash. C'est-à-dire qu'en gros, quelques mois, c'est énorme. En gros, c'est beaucoup d'argent. Et donc très vite, si ton gros monstre est paralysé, bah du coup il faut pas traîner parce que tu peux vite aller au tapis. Donc, mais là maintenant ça se passe plutôt bien. Je trouve qu'on a trouvé, chaque équipe a trouvé ses nouvelles organisations jusqu'au prochain niveau. C'est-à-dire que peut-être à 100 personnes on va recommencer un peu, mais bon, ça fait partie du job, quoi. Mais maintenant tu connais un peu le process pour rééquilibrer. Bah disons que maintenant je saurais l'anticiper, je sais l'anticiper un peu plus, mais je sais que ce qui marche, puis alors là-dessus moi je suis sans pitié, on pourrait avoir investi 10 années sur un truc,
S'il faut le détruire et le reconstruire, on le détruira. Et s'il faut le faire 5 fois, on le fera 5 fois. En fait, là-dessus, il faut avoir ce mindset parce que beaucoup de gens sont attachés à non, mais on a investi beaucoup de temps et d'argent comme ça, on va rester comme ça, alors que ça marche pas. Le biais des coûts irrécupérables. Ouais. Et donc c'est la problématique des entreprises qui sont en hyper croissance. C'est-à-dire que quand on croit assez doucement, c'est pas un problème finalement. Mais quand on croit très vite, tu peux vite te retrouver et souvent, c'est ce qui plante les startups dans cette phase-là. Ok. On va arriver bientôt à la fin de notre entrevue. J'ai encore juste une ou deux petites questions. Notamment, donc on s'est rencontrés au Startup Weekend l'année dernière. Donc tu m'as dit que tu aimais beaucoup un peu redonner les choses. Et qu'est-ce qui a fait que tu as participé au Startup Weekend? En fait, quand on était à Paris, on était dans un incubateur qui s'appelle Agoranov. On était aussi un incubateur d'HEC. Et à l'époque, avec Mathieu, on allait déjà aider toutes les autres startups de l'incubateur sans forcément que ce soit formel. En fait, on avait des compétences dans certains domaines et des fois, on allait donner un coup de pouce aux autres, puis des fois, certains nous aidaient. Et donc, on avait gardé cette appétence pour aider les autres sans attendre une contrepartie en particulier. Et donc, le Startup Weekend, c'était aussi cette approche-là de se dire, histoire de redonner un peu notre expérience aux gens qui voudraient se lancer. Et puis ça permet aussi de changer un peu d'air, entre guillemets, de voir d'autres choses. Et donc je trouve que c'est important je sais que dans notre histoire, on a eu quelques personnes qui nous ont aidés à des moments clés. Ils n'étaient pas nombreux, mais c'était énorme. Et donc c'est important de pouvoir le faire aussi et de rendre l'appareil. Ok. Si tu pouvais donner un conseil à un entrepreneur qui se lance? Je dirais va sur le terrain. Enfin, c'est vraiment le truc, c'est le plus gros danger d'un entrepreneur, c'est de tomber amoureux de son idée. C'est vraiment, il faut la confronter le plus vite possible à des gens que tu ne connais pas. C'est très facile d'envoyer un mail à ses copains en disant vous pensez que ça sera génial, tout le monde te dira oui. Mais par contre, trouver quelqu'un qui te connaît pas, qui comprend ton concept et qui sera prêt soit à l'acheter, soit à se préinscrire et tout, en général, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Parce que le rien de plus triste et frustrant pour un entrepreneur, c'est de passer 1 an, 2 ans, 3 ans sur son bébé et au bout d'un moment se rendre compte qu'en fait tout le monde s'en fout. Donc voilà, c'est dur et d'y avoir passé du temps et de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut le valider très 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 vite. Comme ça au moins on sait si on va dans la bonne direction ou pas et ça permet de co-construire avec les utilisateurs finaux. Et au final, on a une idée comme ça, et puis on va la réorienter, et à la fin, ça sera un truc génial parce que, et vaut mieux avoir un concept qui marche avec des gens qui l'utilisent, c'est beaucoup plus valorisant que son concept qu'on a nous imaginé et qui marche pas et que personne n'utilise. Ok. Si tu devais te retourner sur ton parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu ressens? C'est vrai que c'est une chose, des fois je me demandais est-ce que j'aimerais refaire des trucs ou changer des choses. Déjà, je suis quelqu'un qui va beaucoup de l'avant. C'est-à-dire que le passé est ce qu'il est et je suis la personne que je suis grâce au passé. Bien sûr. Et donc, c'est là où je me dis que peut-être je ne changerai pas grand-chose ou rien, parce que c'est grâce à ça et tous ces échecs parfois que j'en suis là et je suis assez content de là où j'en suis. Donc ouais, non. Non, je pense que je ne changerai rien, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai eu plein d'échecs. En fait, on échoue jusqu'à ce qu'on finit par réussir. Donc, mais ouais, je pense que ce passé est là pour la personne que je suis et à la suite de ce passé-là. Donc. D'accord. Et donc, si tu devais dire quelque chose à ton toi du début? Je dirais, tout se passera bien. Garde confiance en toi, continue et tu verras, même quand ça ira mal, ça se passera bien. Parfait. Du coup, on arrive à la fin. Je te remercie pour ce partage. Ça a été riche. Et est-ce que tu souhaites partager un dernier mot? Disons que je te remercie déjà pour cette approche, ce podcast. Je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre. Et du coup, ça va leur permettre aussi d'avoir les bases. Et il faut pas hésiter, d'ailleurs, qu'ils participent au Startup Weekend. D'ailleurs, s'ils ont une idée, voilà, exactement. En tout cas, moi, j'y serai, je pense, sur la prochaine édition. Et bon, c'est vraiment génial, quoi. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi, c'est Déborah, infirmière de métier. J'ai découvert le monde de la startup il y a environ 3 ans, un petit peu par hasard. Et je dois vous avouer que ça a été pour moi une vraie révélation, à tel point que je me suis passionnée pour le monde de l'entrepreneuriat, jusqu'à me former
en tant que coach pour pouvoir accompagner les entrepreneurs dans leurs aventures entrepreneuriales. Et aujourd'hui, avec ce podcast, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, pouvoir vous partager le quotidien de ces entrepreneurs inspirants, que ce soit leur expérience, leur parcours, leurs réussites, leurs échecs, leurs doutes, leurs conseils, et pourquoi pas vous aider à votre tour dans votre propre parcours. Alors merci pour l'écoute de ce premier épisode. En attendant les suivants, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me laisser des commentaires, ça m'aidera beaucoup. À la prochaine!